Bonjour à tous, merci pour l'invitation et j'espère que je pourrai répondre à vos questions concernant l'ophtalmologie, qui est une spécialité qui est un peu surspécialisée et sur lesquelles d'autres spécialités ont un peu du mal parfois. Donc le but, c'est, je vais essayer de suivre un peu l'évolution de l'âge et vous dire à chaque âge qu'est-ce qu'il faut pouvoir dépister, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut regarder et quand est-ce qu'il faut justement adresser. Et vous allez voir que vous pouvez sauver des vues et des vies aussi. Alors pourquoi c'est crucial? Parce que 80% de développement de la vision se fait avant l'âge de 2 ans. L'amblyopie, qui est la paresse d'un œil qui peut être irréversible à l'âge adulte, plus tôt elle est prise en charge et plus elle peut être récupérée. Et on va voir comment le pédiatre est un acteur clé du dépistage, puisque vous voyez généralement nos patients bien avant nous. Alors pour le nouveau-né, avant 1 an, déjà dès qu'il y a une prématurité, surtout s'il est inférieur à 32 semaines d'aménorrhée à 1,5 kg et présence d'embryo-photopathie, il faut obligatoirement adresser à l'ophtalmo. Il y a des choses qui peuvent se traiter, surtout la rétinopathie du prématuré. Quand elle est traitée très tôt, elle peut justement lui sauver la vie, à la vue. La vue, ça c'est vous. Alors les conjonctivites néonatales qu'on voit souvent, alors celles qui sont banales, 90% des cas, c'est pour lesquels on met un antibiotique genre Aziter à la naissance. Lavage et un collyre, ça permet de résoudre le problème. Par contre, il y a des conjonctivites néonatales qui sont très très graves. Quand on a un œdème palpébral très important, des œdèmes de paupières, un pus qui est très abondant, une épirémie conjonctivale très très importante, dans ce cas-là, il y a un risque de cécité par perforation cornéenne. On pense au gonocoque et au chlamydia lors du passage vaginal. Donc là, c'est une urgence. Il faut de préférence hospitaliser l'enfant parce qu'il faut un traitement par voie intraveineuse des C3G, un prélèvement, ne pas oublier les parents aussi, et un traitement topique et général. Le gonocoque, ça commence en général entre 2 et 5 jours, et le chlamydia entre 5 et 14 jours. Là, le cocori, ça c'est le gros message d'aujourd'hui, c'est le reflet blanc dans la pupille. Alors, il suffit de prendre une torche. Le reflet devrait être normalement rouge, disons orange, c'est le reflet de la pupille. Quand il est blanc, c'est qu'il y a un obstacle. Ça peut être juste une cataracte congénitale qui va être prise en charge de façon chirurgicale en fonction de la bilatéralité et de l'âge. Mais surtout, ce qu'il faut craindre le plus, c'est le rétinoblastome, qui est une urgence vitale parce qu'il peut entraîner très très vite des métastases cérébrales. Et il faut sensibiliser les parents, même si vous ne trouvez pas ça au premier examen, qu'il faut, avec juste une petite torche de téléphone portable, la lumière allumée et passer la torche très rapidement d'un œil à l'autre, et dès qu'il y a justement un reflet blanc, consulter en urgence. Le glaucome congénital, alors c'est ce qu'on appelle les beaux bébés qui ont des grands yeux bleus. En général, on appelle ça une buphtalmie, c'est une distension de la cornée à cause de l'hypertonie intraoculaire et qui peut entraîner aussi un larmoiement. C'est une urgence chirurgicale, il faut faire un examen sous anesthésie générale très très vite et essayer de décomprimer, décompresser le globe le plus tôt possible pour essayer de sauver le nerf optique. Un peu plus grand, les nourrissons jusqu'à 12 mois, alors une poursuite oculaire c'est à 3 mois. C'est un nourrisson avant 1 an a un regard qui est dans le vide, il faut très très vite l'adresser à l'ophtalmo. Continuer à chercher le cocori, surtout c'est des antécédents familiaux de cataracte congénitale, de rétinoblastome ou d'embryophotopathie. Alors le strabisme, c'est de l'agrandir. Alors il n'y en a pas qu'un, c'est le plus célèbre, c'est le convergent, mais il y a aussi le divergent, il y a aussi l'hypertopie et l'hypotopie qui sont tous les quatre à rechercher. Alors c'est un défaut d'alignement. Avant 4 mois, c'est pas inquiétant, il faut rassurer les parents parce qu'il n'y a pas encore de synchronisation entre les muscles des deux yeux. Après 4 mois, par contre, s'il persiste, il faut l'adresser à l'ophtalmo. Le principal diagnostic différentiel qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle un épicanthus. C'est cet excès de peau qu'on retrouve ici au niveau du bord du canthus interne de l'œil, qui peut être inférieur ou supéro-inférieur. Alors, il va cacher cette partie blanche de la sclère et donner dans les regards un peu latéraux une impression qu'en fait la pupille est plus déviée vers l'intérieur. Alors, je peux après prendre des photos, je vous donne après le lien pour télécharger toute la présentation. Alors, comment on fait la part des choses? C'est principalement ce qu'on appelle le reflet pupillaire. Vous prenez une petite torche, même de téléphone, à 40-50 cm. Il faut que les reflets de votre lumière soient centrés dans la pupille. Donc là, c'est parfaitement centré. Ici, elle est centrée au niveau de l'œil droit et on a un reflet qu'on retrouve plutôt en temporal.
Et donc l'œil il est dévié à l'intérieur et donc c'est un strabisme convergent. Ici, le reflet est centré à gauche et il est dévié en nasal au niveau de l'œil gauche et donc c'est un strabisme divergent. Le fameux larmoiement chronique qui est dû à une imperforation du sac lacrymal, en fait c'est une petite valve qui se trouve ici au niveau du tiers inférieur du sac lacrymal, c'est ce qu'on appelle la valve de Hassner. C'est une petite membrane fibrineuse qui normalement elle s'estompe toute seule avant la naissance, parfois même après la naissance avec les cris du bébé ou avec les éternuements, mais parfois elle persiste quand elle est très très rigide. Et ce qui fait que les larmes qui sont fabriquées au niveau de la glande lacrymale n'arrivent pas à passer au niveau du conduit nasolacrymal, mais bloquent ici, pilulation microbienne, et parfois on a des infections à répétition. Donc il faut faire des massages au niveau de l'angle du canthus interne, alors ce qu'on appelle le massage de Krigler. En fait, il faut plutôt avec l'index pousser au niveau du canthus et pousser brutalement vers le bas. Il y a beaucoup qui conseillent d'aller plutôt vers le haut. En fait, il faut aller vers le bas parce que l'obstacle en général est vers le tiers inférieur et donc créer un gradient de tension pour pouvoir ouvrir. Alors c'est spontanément résolutif avant 1 an. Pourquoi? Parce que le massif facial va grandir, le nez va tirer sur le sac lacrymal et peut-être il va y avoir une rupture qui va être spontanée. Si par contre il persiste après 1 an, là il faut l'envoyer chez l'ophtalmo. Il faut me l'envoyer. Alors le ptosis qui se définit par une paupière supérieure tombante, on classifie en 3 stades en fonction de là où se trouve la paupière supérieure par rapport à la pupille. Alors si la pupille c'est par là que rentre la lumière, donc si jamais il cache l'axe visuel, il y a un risque d'amblyopie et donc la vision ne se développe pas. Dans ce cas-là, il faut l'envoyer chez l'ophtalmo. Alors je vous ai mis des stades. Alors, ça c'est un ptosis très léger. Il y a une petite asymétrie entre l'œil droit et l'œil gauche, mais la pupille n'est pas du tout recouverte, donc ça c'est pas grave. Le stade 2, elle recouvre à peu près la moitié de la pupille, mais n'empêche, elle n'est pas amblyogène. Le stade 3, elle bloque carrément l'entrée de la vision, et là, c'est ce qu'on appelle une compensation par le sourcil. L'enfant essaie de relever les sourcils pour essayer de remonter sa paupière. Et ça, c'est le stade 4, stade ديال الوحش. Ça, c'est ce qu'on appelle le chin up, c'est la compensation par le cou pour essayer de voir, pour faire rentrer la lumière à l'intérieur. Alors, ce stade-là et ce stade-là, il faut les adresser. Alors, quand c'est ce stade-là et ce stade-là, c'est principalement esthétique, il faut l'expliquer aux parents. On va attendre que l'enfant soit plus demandeur, beaucoup plus grand, pour qu'on puisse faire un acte qui est purement esthétique. Par contre, là, c'est très fonctionnel et il faut agir très très vite, surtout si c'est les 2 yeux. Alors, de 1 à 3 ans, c'est l'âge de l'observation. Il faut vraiment bien observer. L'examen physique, on va mesurer, enfin pas mesurer, mais juste regarder la taille, la forme, la couleur et la symétrie entre les 2 yeux, des paupières, de la pupille, de l'iris et de la cornée. Et toute anomalie ou asymétrie devrait être notée et comparée au prochain contrôle. Il faut surveiller et poser des questions aux parents sur le comportement visuel. Est-ce qu'il y a des chutes fréquentes? Est-ce qu'ils se rapprochent des objets pour mieux voir? Même quand les parents se rapprochent, ils les voient, mais quand ils s'éloignent un petit peu, ils ont du mal. Est-ce qu'ils se frottent excessivement les yeux? Est-ce qu'il y a des clignements incoercibles? Rechercher en cause antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a une cataracte congénitale, un strabisme, un port de lunette chez les parents? Dans ce cas-là, de préférence, même s'il n'y a aucun symptôme, l'adresser chez l'ophtalmo. Et ça, c'est un test. C'est un test très très important qu'on peut faire juste avec la main, c'est le test d'occlusion. C'est ce qui va nous permettre justement de voir s'il y a une origine, une probable amblyopie. On ferme un œil, ensuite l'autre, et on laisse l'enfant regarder. Si un œil ne voit pas bien, même si on le cache, l'enfant n'est pas dérangé. Par contre, dès qu'on va fermer le bon œil, il va essayer de vous enlever la main parce qu'il n'utilise pas cet œil-là. Donc c'est un test qui marche super bien, que vous pouvez faire sans matériel et qui nous donne des informations très 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 précises. Alors de 3 à 7 ans, on va s'intéresser surtout à l'acuité visuelle, toujours œil par œil, idéalement à 5 mètres et dans un éclairage qui se rapproche le plus de l'éclairage naturel. S'il y a une asymétrie entre les 2 yeux d'une ligne, c'est-à-dire un œil à 10 sur 10, l'autre à 8 sur 10, il faut l'envoyer chez l'ophtalmo, c'est un début d'amblyopie. Alors les signes indirects qui peuvent cacher un problème de vue, c'est de se rapprocher des objets ou de la télévision, fermer un œil ou se gratter trop l'œil, l'attitude vicieuse de la tête, là je vais vous en parler après, la tête qui est inclinée sur le côté toujours, des chutes fréquentes, une fatigue, une irritabilité, surtout en fin de journée, les difficultés scolaires ou d'apprentissage, surtout la lecture et l'écriture, peuvent révéler des problèmes oculomoteurs.
Alors ça, c'est un cas assez classique pour nous, c'est la paralysie du muscle oblique supérieur. C'est ce muscle-là, qui est là. Alors c'est le muscle abaisseur et adducteur. Donc c'est grâce à lui qu'on arrive à voir en bas et en dedans. Donc c'est le muscle qu'on va utiliser pour lire et pour écrire. C'est ce qui peut entraîner beaucoup de problèmes d'apprentissage chez les enfants quand il y a une paralysie, si c'est par exemple d'origine congénitale. Alors, on a en général le diagnostic se fait à l'âge adulte. On trouve qu'un patient a toujours la tête un petit peu inclinée d'un côté. On fait ce qu'on appelle une manœuvre de Bielowski, c'est ça, on fait tourner la tête sur l'épaule droite, ensuite sur l'épaule gauche, et on révèle en fait une petite hauteur. On lui demande ses photos quand il était gamin, et on retrouve qu'en fait même depuis l'école, il a toujours la tête un petit peu inclinée du même côté. Ça entraîne des problèmes de lecture, d'écriture et d'apprentissage, et qui peuvent passer à travers les mailles de l'école, mais poser beaucoup de problèmes par la suite. Ils peuvent consulter à l'âge adulte pour des torticolis à répétition. Alors l'amblyopie, ça c'est l'urgence silencieuse. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça ne se plaint pas. À l'âge adulte, on voit 10 sur 10, donc quand on a une baisse de vision, on peut s'en rendre compte, et parce qu'on a une base sur laquelle on peut comparer. Par contre, un enfant, quand il voit tout flou depuis le début, il ne sait pas que c'est pathologique. Et donc, il ne sait pas, il peut pas vous dire qu'il voit mal. Donc, il faut la dépister très tôt, comme on a dit tout à l'heure, avec un examen très simple, d'occlure un œil, ensuite l'autre. Plus la prise en charge se fait tôt, avant 7 ans, plus la récupération peut être même totale. Après 7 ans, malheureusement, on récupère à peu près 20% des amblyopes. De 7 à 18 ans, c'est les amétropies qui sont importantes, qu'il faut surveiller. Alors la myopie s'aggrave de façon physiologique. Il y a des parents qui s'inquiètent parce que ils font tout ce qu'il faut, mais la myopie s'aggrave quand même, c'est normal. Parce que avec la croissance, le globe oculaire s'allonge, et quand il s'allonge, la myopie s'aggrave. Il y a par contre des facteurs comportementaux, qu'on va voir plus tard, sur lesquels il va falloir insister et éduquer les parents. À l'inverse, l'hypermétropie, qui correspond à un globe plus court, elle va s'améliorer spontanément avec l'âge parce que l'œil va s'allonger. L'astigmatisme devrait rester stable, c'est la déformation de la cornée, qui au lieu de ressembler à un ballon de foot, elle ressemble plus à un ballon de rugby, sauf en cas de kératocone où elle évolue. Alors les kératocones, c'est une dystrophie de la cornée, qui ressemble à de la pâte à modeler, et en la grattant, on la déforme sous forme de cône. Donc il faut faire très attention pour tous les patients, petits patients que vous avez qui sont allergiques, toujours poser la question, est-ce qu'ils se frottent les yeux, et faire un test d'acuité visuelle. S'ils se frottent énormément les yeux, allez voir l'ophtalmo pour éviter que ça soit un kératocone qui peut, dans des stades qui sont avancés, aller jusqu'à la greffe de cornée s'il n'est pas pris en charge assez tôt. Alors une pathologie assez fréquente, l'œil rouge, alors c'est soit une conjonctivite, elle peut être microbienne, il y a dans ce cas-là des sécrétions, elle est pratiquement pas douloureuse, ou allergique, dans ce cas-là, le maître symptôme, c'est le prurite et l'œdème. Mais il y a quand même des cas sévères d'allergie, c'est les conjonctivites vernales qui peuvent entraîner des ulcères de cornée et les conjonctivites gigantocellulaires. Alors là, il faudra faire attention et sensibiliser les parents aux corticoïdes, parce que vous les voyez beaucoup plus souvent que nous quand il s'agit d'enfants. Chez l'ophtalmo, on va donner une ordonnance sur des corticoïdes, on va leur dire de les mettre pendant une semaine. Mais ils vont en avoir marre à chaque fois de revenir chez l'ophtalmo pour avoir la même ordonnance, donc ils vont faire de l'automédication avec des corticoïdes, et on se retrouve avec des jeunes adultes de 20 ans, 25 ans, avec des glaucomes et des cataractes. Alors la kératite par contre, elle, c'est de la douleur et une photophobie. L'enfant en général a du mal à ouvrir l'œil. L'uvéite, en général, c'est un piège chez les enfants, surtout si vous avez des enfants qui sont suivis pour des arthrites juvéniles chroniques, parce que l'uvéite, ça se développe sur un œil complètement blanc et indolore. Il y a peut-être une petite photophobie, une baisse de vision, mais pour tous les enfants que vous suivez pour des arthrites chroniques juvéniles, demandez un avis ophtalmo parce que les uvéites se développent pratiquement à bas bruit. L'œil est complètement blanc. Le glaucome congénital, on en a parlé, c'est une urgence chirurgicale. Alors donc les règles, l'urgence devant un œil rouge, c'est la douleur, la photophobie et la baisse de vision. Une des trois, c'est une urgence, il faut l'adresser chez l'ophtalmo. La kératite, c'est un œil douloureux, impossible à ouvrir. La photophobie, l'armement, une baisse de vision. Par contre, une conjonctivite microbienne, vous allez trouver que l'œil est ouvert, le clignement est parfaitement normal et indolore. Il y a des sécrétions quand c'est bactérien, pratiquement pas quand c'est viral. Des petites adénopathies à droite ou à gauche pour vous dire que c'est plutôt viral. L'allergie, il y a le prurite et les œdèmes qui font, et puis le contexte d'atopie aussi, qui vous révèle le diagnostic. Un point important, la myopie, qui maintenant est un problème de santé publique. On dit qu'en 2040, 50% de la planète sera myope. Alors il y a des facteurs qui accélèrent la myopie, qui sont comportementaux, c'est l'hyperstimulation des yeux en vision de près. Alors maintenant c'est les smartphones, c'est clair, mais la lecture aussi, l'écriture,
La position des enfants est très importante, on va en parler. Alors l'éclairage qui est insuffisant, l'éclairage artificiel, les veillées nocturnes, l'alimentation riche en sucre, ça c'est la nouveauté, on vient de découvrir ça. En fait, les pics d'insuline qui entraînent une élévation du facteur IGF-1 est un facteur d'accroissement de la taille du globe oculaire. Et donc les enfants qui mangent beaucoup de sucre rapide et raffiné sont plus aptes à faire des myopies qui évoluent beaucoup plus rapidement que les autres. Et donc là, c'est le rôle éducatif de vous, justement, c'est de limiter le temps sur les écrans. Bon courage. Favoriser le temps passé à l'extérieur. Nous, on préconise au moins 2 heures par jour sur l'éclairage naturel du soleil, c'est très important. Régler l'heure d'aller au lit, c'est très important. Et puis les conseils nutritionnels par rapport au sucre. 4 minutes. Alors, le principal dilemme, je pense, pour tout le monde, c'est est-ce que c'est un chalazion ou un orgelet? Alors, le chalazion, c'est une inflammation de la paupière. Les glandes de Meibomius, elles sont là. Alors, c'est des glandes qui vont sécréter du mébum, c'est de l'huile qui va hydrater la surface de l'œil. Il y a des petits canaux au niveau du bord libre de la paupière. Si on a une rosacée, une mébomite, les petits canaux peuvent se fermer et donc la glande, au lieu d'excréter le mébum à l'intérieur de l'œil, le mébum va s'accumuler au niveau de la glande et entraîner un chalazion. Donc en général, il est sur la paupière et il est rouge et toute la paupière peut s'inflammer. Donc la cause, c'est la mébomite, la rosacée, les amétropies aussi, parce qu'il y a des contractions du muscle orbiculaire qui peuvent entraîner aussi une fermeture des glandes. Le diabète aussi, dans certains cas. Le traitement, c'est de la chaleur sur les paupières pour ouvrir les petits canaux et une pommade corticoïde pour une petite semaine, 10 jours. On peut relancer encore pour une semaine, vous pouvez le faire pendant 15 jours. Si ça passe pas, là, on envoie chez l'ophtalmo pour une incision. L'orgelet, par contre, c'est une infection, principalement à staphylocoque doré. Elle est centrée par un cil, c'est l'équivalent du furoncle par rapport au poil. Donc là, on traite plutôt par un antibiotique, genre fucitalmique en pommade. Alors les messages à emmener chez vous, ne jamais banaliser la plainte d'un enfant, même si c'est vrai qu'il existe beaucoup de simulateurs, il y a beaucoup d'enfants qui veulent juste mettre des lunettes comme les copains, mais on préfère ne rien trouver, que ce soit un enfant simulateur, plutôt que de passer à côté d'une vraie plainte et qu'on rate une amblyopie. Au moindre doute, adressez. Alors avec des outils simples, vous pouvez leur sauver la vie avec une petite torche. Vous pouvez sauver même la vie si vous arrivez à dépister un rétinoblastome ou à sensibiliser les parents à le rechercher. Mais surtout l'observation active et le test d'occlusion, ça c'est un truc très très important. Alors il y a une dernière étude qui est sortie, 90% des amblyopes adultes étaient suivis par un pédiatre pendant leur enfance, mais on n'a pas dépisté l'amblyopie chez eux. Et donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement intégrer l'évaluation de l'acuité visuelle, surtout entre 3 et 7 ans, parce que vous allez vraiment leur rendre un énorme service. Alors, si vous voulez la télécharger, il suffit de scanner le QR code, comme ça vous aurez la présentation. J'ai préparé un petit quiz pour des jeunes ophtalmos en herbe. Ouais. C'est bon? Alors, il va falloir que vous scanniez celui-là aussi. Comme ça, vous pourrez répondre sur votre téléphone. 3, 4, 5, 7, 8, 13. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde y arrive? Ne vous inquiétez pas, les réponses sont anonymes. On ne saura pas qui répond quoi. C'est bon? On y va? Parfait. Alors, c'est un nourrisson de 12 mois avec un larmoiement clair unilatéral depuis la naissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Nourrisson de 12 mois, larmoiement clair unilatéral depuis la naissance. Les réponses. Alors, bon, alors je sais pas si vous les avez. Vous avez les réponses? Ok, vous n'avez pas appuyé? Vous arrivez à appuyer?
Alors, est-ce qu'on donne un collier antibiotique? Est-ce que j'adresse à Naufel? Est-ce que je fais des lavages et des massages? Ou je demande un scanner orbitaire? Alors, il a un an. C'est-à-dire que c'est une obstruction qui persiste. Et dans ce cas-là, oui, il vaut mieux l'adresser. Alors, si vous faites des lavages et des massages, ça ne va pas le tuer, donc c'est pas grave. Ah ouais, il y a les noms, je suis désolé. Donc, il fallait utiliser des surnoms. Alors, la deuxième question. Nourrisson de 3 mois avec un larmoiement clair intermittent, pas continu. Vous faites quoi? Je rassure les parents et on fait un contrôle dans 3 mois. J'adresse un Naufel. Je demande un scanner orbitaire. Alors, à 3 mois. Alors, il ne faut pas rassurer les parents parce que c'est une ophtalmie. Vous avez vu la taille de la cornée? Les yeux sont énormes. Donc là, le larmoiement, c'est pas le canal lacrymal, c'est plutôt un glaucome congénital. Donc là, c'est l'urgence ultime et l'urgence chirurgicale. Bon, déjà, personne n'a demandé de scanner orbitaire, c'est pas mal. Et Hicham s'en sort très bien. Nourrisson de 5 mois, les parents sont inquiets d'une déviation de l'œil. Rassurer les parents, c'est juste un épicanthus, adressé à un Naufel au scanner orbitaire. Adressé au l'œil. يشري راح يسوي تسهل. Alors, est-ce qu'il y a un épicanthus? Ouais. Il y a un épicanthus, mais ouais, ici, celui-là n'est pas centré. Celui-là est centré, celui-là n'est pas centré. Alors, avoir un épicanthus, c'est pas la garantie que c'est pas un strabisme. Pour avoir vraiment la certitude, c'est les reflets pupillaires. D'accord? Reflets centrés et épicanthus, ce n'est qu'un épicanthus. Mais épicanthus et reflets non centrés, c'est un épicanthus et un strabisme. Et comme il a quel âge? Il a 5 mois, il a dépassé 4 mois, donc il faut l'adresser. Et Hicham et Ikram, ah ouais, Ikram est passé en première position. 6e question. Nourrisson de 3 mois par an s'inquiète pour une déviation de l'œil gauche. Alors j'essaie de voir. J'arrive pas à agrandir l'image, c'est dommage. Alors essayez de bien regarder. Je rassure les parents et on contrôle le petit garçon dans 3 mois. Alors j'adresse à l'ophtalmo, pas à moi, parce que c'est pas un cas qui m'intéresse. Ou alors je demande un scanner orbitaire. Je rassure les parents et j'adresse à l'ophtalmo. Alors, je sais que l'image était petite, donc vous voyez pas. Ouais. Ouais, je suis désolé. Donc c'était un piège en fait. Donc c'était une cocorie. Alors il faut tout le temps regarder de près, hein. C'est aussi un bon message. Regardez de près les enfants, c'est très important. Et donc en fait, c'est pas une déviation, c'est une leucocorie et là il faut l'emmener en urgence. Avant-dernière question. Œil rouge douloureux depuis le réveil, impossible de l'ouvrir sur un terrain atopique. C'est une crise d'allergie, une kératite, une conjonctivite bactérienne. Tu l'adresses? Il n'y a pas d'adresse pas. Il y a une kératite, effectivement. Alors, ne vous fiez pas toujours au terrain. Même si c'est un enfant qui fait des allergies souvent, le fait que l'œil soit douloureux et qu'il est impossible de l'ouvrir, en général, c'est une kératite. Dire la cornée est blessée. Et quand même, loin devant, Zinb, ouais, elle se débrouille bien aussi. La dernière question.
Alors, enfant de 6 ans, chalazion à répétition, œil rouge et photophobie. Ouais, ça, on en voit. Ah, ils sont difficiles à inciser à cet âge. Faut faire sous anesthésie générale. Alors, adressé pour l'incision, est-ce que c'est une rosacée palpébrale? Est-ce qu'il y a besoin d'une correction optique ou juste d'une crème corticoïde? Alors, l'incision, c'est trop tôt. Enfin, mais c'est trop tôt, mais ça vous dérange pas la photophobie? Ah, c'est un signe qui fait la différence. C'est juste des chalazions à répétition, d'accord. Mais comme l'œil est rouge et que c'est une photophobie, alors le chalazon, c'est une inflammation de la paupière. Donc il n'y a aucune raison pour que l'œil soit rouge. Donc là, c'est plutôt une rosacée. Alors rosacée, mais les ophtalmos ne répondent pas juste à la rosacée. Mais c'est une rosacée qui va entraîner un œil rouge. Alors la rosacée, obstruction du bord libre. Donc chalazion à répétition, mais pas de mébum sur l'œil. Donc les larmes sont liquides, elles s'évaporent rapidement ou elles coulent. L'œil s'assèche. La cornée, c'est le seul organe du corps humain où il n'y a pas de vaisseau sanguin. Mais comme il n'y a pas de vaisseau sanguin, c'est pour ça qu'on voit clair. Mais les vaisseaux sanguins, c'est les autoroutes qui ramènent l'oxygène. Donc les cellules de la cornée ne prennent pas l'oxygène des vaisseaux sanguins, mais ils le prennent des larmes. Donc quand l'œil s'assèche, la cornée souffre. Donc sur des rosacées, on peut voir des kératites à répétition, de la photophobie. Donc pensez à la rosacée, on y pense très très rarement, même les ophtalmos. Parfait, c'est tout pour moi.